Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre la série de vidéos pour expliquer à la fois la vie de Edgar Cayce et aussi des aspects plus spécifiques de son œuvre. Et la dernière fois, qui était déjà la deuxième vidéo, donc aujourd'hui c'est la troisième vidéo. La dernière fois, nous avons abordé la question de la santé, des maladies, en rapport avec ce qu'avait dit Edgar Cayce. Aujourd'hui, nous allons reparler de sa vie parce que je n'avais pas beaucoup détaillé la biographie d'Edgar Cayce. Donc, je vais donner quelques indications par rapport à sa vie. Et tout cela, en fait, est tiré d'une petite brochure qui en anglais s'est appelé An Overview of the Edgar Cayce Material, et en français, donc, c'est Edgar Cayce, vue d'ensemble de sa vie et de son œuvre. C'est une brochure qui a été éditée à l'EHRI, qui est donc l'association de Virginia Beach, et on peut l'obtenir gratuitement. Mais donc, il vaut toujours mieux lire les écrits en anglais parce que même si ce sont des traductions qui sont faites par des personnes qui connaissent bien la langue française, il y a parfois des petites erreurs dans les traductions ou des termes qui ne passent pas aussi bien en français qu'en anglais, donc ça mérite parfois des explications. Voilà, donc ceci dit, si vous pouvez lire en anglais, c'est certainement meilleur. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, déjà, Edgar Cayce était né le 18 mars 1877 ou 77, et donc c'était au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et donc sa jeunesse, disons, a été au 19e siècle, mais sa vie ou tout ce qu'il a fait que l'on a retenu de son œuvre, disons, se passe dans la première moitié du XXe siècle, puisqu'il est mort le 3 janvier 1945. Donc, on peut dire qu'il est vraiment contemporain de la première moitié du XXe siècle. Et vous savez que la première moitié du XXe siècle a été, à beaucoup de points de vue, une révolution dans tous les sens du terme. C'est le moment où la mondialisation a commencé, l'extension des pays, les interactions entre les diverses cultures. Il y a eu 2 guerres mondiales, ce qui est quand même énorme aussi, qui a bouleversé le monde. Il y a eu des révolutions au niveau scientifique, des révolutions majeures, comme la théorie de la relativité de Einstein, et les changements majeurs dans la conception de la réalité physique avec la physique quantique, entre autres Niels Bohr, Schrödinger, tous ces savants qui ont modifié notre vision du monde, hein, Max Planck, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de l'évolution scientifique, mais c'est pour dire qu'au début du XXe siècle et aussi dans les pensées philosophiques, il y a eu des remises en question majeures. C'est aussi l'avènement de la phénoménologie, qui est quand même une philosophie très intéressante et qui rejoint d'une certaine manière la recherche de la méditation, de savoir qu'est-ce que c'est la réalité dans le fond. Et donc, tous ces courants, à la fois philosophiques, mais aussi scientifiques et technologiques, puisque c'est l'avènement de la technologie, l'avènement de la chimie omniprésente, et aussi des révolutions dans la technologie matérielle, si on peut dire, l'automobile, l'aviation, etc. Enfin bon, le moment où l'homme a songé pouvoir s'échapper de l'attraction terrestre. Bon, il l'a pas fait dans la première moitié du XXe siècle, mais il l'a
fait, il y avait déjà des plans, disons, à cette époque-là pour le faire, hein. Voilà, donc ça c'est pour recadrer dans quel contexte Edgar Cayce est arrivé. Et il est arrivé dans une famille tout à fait modeste, on pourrait dire des agriculteurs, des personnes du fond de l'Amérique du Sud, des sudistes dans le Kentucky. Et Edgar Cayce a montré dès son enfance des capacités qui étaient plutôt considérées comme bizarres et auxquelles les parents soit ne font pas très attention ou bien ils ont tendance à réprimer ou à gronder les enfants quand des enfants donnent ce type d'informations, c'est-à-dire que Edgar Cayce, vers l'âge de 5-6 ans, il avait des petits compagnons imaginaires, donc il disait qu'il voyait d'autres personnes avec lesquelles, enfin des enfants avec lesquels il jouait. Ça arrive, il y a les personnages imaginaires, c'est une chose qui existe chez beaucoup d'enfants, donc ça n'est pas pathologique, c'est pas une maladie en tant que telle. Ce qui était un peu plus bizarre, c'est qu'il disait qu'il conversait avec son grand-père défunt, donc il voyait son grand-père qui était mort. Mais bon, on n'y a pas prêté trop attention. Et on voyait que Edgar Cayce était très centré sur les questions religieuses, la Bible entre autres, etc. Mais à l'âge de 13 ans, là, il a eu une expérience, on va dire, de type mystique très particulière qui a marqué sa vie pour toujours. C'est-à-dire qu'il a vu une personne qui lui est apparue, mais on pourrait dire c'est un ange, mais c'était une belle dame, comme il a dit, donc une personne qui lui a parlé et qui lui a demandé ce qu'il désirait le plus. Alors, Edgar Cayce avait déjà lui-même réfléchi sur le sens de la vie, apparemment, et il lui dit que ce qu'il désirait le plus, ce qu'il souhaitait dans sa vie, c'était de pouvoir aider les autres, de servir les autres, et en particulier les enfants malades. Et donc, cette demande, qui est très particulière, on pourrait dire, c'est pas tous les enfants qui expriment des demandes pareilles, et surtout que, à l'heure actuelle, si on prend notre société actuelle, le désir chez les jeunes, c'est d'obtenir souvent des biens matériels ou d'avoir des moyens technologiques, des smartphones, de pouvoir vivre des réalités virtuelles ou de pouvoir voyager ou de devenir des personnes qui ont un certain renom dans leur profession, etc. Donc, c'est quand même une réponse très particulière que l'on ne voit pas chez tous les enfants. Et puis alors, Edgar Cayce a eu des capacités très bizarres. Un jour que son père l'obligeait à connaître ses leçons, euh, il n'était pas, enfin, il était fatigué, donc il était tombé endormi tellement son père le pressait et qu'il n'était pas capable de retenir ses leçons. Et ben, il s'est endormi sur les livres. Il avait mis un livre en dessous de sa tête pour s'étendre. Et tout à fait bizarrement, à son réveil, son père lui dit, bon, ben, on va reprendre les leçons. Et voilà qu'il commence à réciter toutes les pages du livre. Et si son père lui disait, dis-moi la réponse là, et il ressortait tout le paragraphe qui correspondait à la réponse. Bon, alors ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est un peu comme s'il avait une mémoire photographique du livre et qu'il pouvait lire le livre en quelque sorte quand on lui demandait la réponse. Alors, cette capacité, évidemment, ça lui a servi à l'école puisque les instituteurs ou les institutrices à l'époque, ben, quand on voit un enfant qui récite les pages de manière littérale,
tels qu'on peut les lire, c'est quand même bizarre. Mais en fait, cette capacité lui a permis simplement d'avoir un diplôme de premier cycle scolaire, si on peut dire. Et il n'a pas été beaucoup plus loin. Il a été jusqu'à 16 ans, je crois, à l'école, ou 14 ans. Et donc, cette capacité a disparu tout simplement, progressivement. Donc, ça lui a servi, mais c'était aussi pour indiquer que Edgar Cayce était un être un peu particulier par rapport aux autres enfants. Alors, quand il a quitté l'école, oui, c'est à 16 ans, donc il a quitté l'école. Il est allé travailler d'abord dans une ferme chez son oncle, et puis sa famille a déménagé, puisque les Américains ont l'habitude de déménager. Et on verra que Edgar Cayce a déménagé plusieurs fois dans sa vie. Et donc, ben, il est tombé amoureux déjà à 16 ans, donc et puis il a changé de travail. Enfin, on ne va pas s'étendre sur les différents types de travaux, c'est-à-dire il a été engagé dans une librairie, il a travaillé pas mal de temps dans une librairie. En 1897, donc 97, à l'âge de 20 ans, donc, il s'est fiancé avec Gertrude, donc sa future femme, donc Gertrude Evans. Mais ces fiançailles ont duré pas mal de temps, on le verra, enfin on peut le dire tout de suite, ça a duré 6 ans avant qu'ils puissent se marier. C'était l'époque où les jeunes ne commençaient pas à vivre ensemble avant de se marier, mais c'était plutôt attendre de pouvoir vivre ensemble pour se marier. Enfin, c'était des règles encore très strictes par rapport aux jeunes, et donc ils ont attendu patiemment de pouvoir se marier. Mais entre-temps, pardon, entre-temps, Edgar Cayce avait développé une extinction de voix. C'est pas mon cas, mais moi j'ai un petit chat dans la gorge, si je puis dire. Donc, pendant tout un temps, il pouvait plus parler, c'est-à-dire il murmurait, il parlait très 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 faiblement, et on trouvait pas de remède. Et bon, un jour, il y avait un hypnotiseur qui s'appelait Hart, H-A-R-T, qui passait dans tous les villages, comme on a vu dans les bandes dessinées ou dans les films de l'époque. Il y avait des medicine men ou des gens qui venaient avec des médecines dans tous les villages. Ils passaient d'un village à l'autre avec des potions magiques. Et il y avait aussi des hypnotiseurs qui passaient d'un village à l'autre. Enfin, c'était l'époque. Maintenant, ça existe encore. Il y a des cirques qui vont de village en village, mais c'est de moins en moins fréquent de voir des professions ou des attractions qui se déplacent d'un point à un autre. Mais donc, à l'époque, c'était très courant, évidemment. Et Edgar Cayce, ayant une extinction de voix, on lui a dit, ah ben, tu pourrais te faire hypnotiser. Et en effet, il s'est fait hypnotiser par le Hart en question. Et c'était un hypnotiseur de foire, comme on dit, mais en même temps, c'était un homme tout à fait honnête. Et donc, il a proposé à Edgar Cayce de faire de l'hypnose. Edgar Cayce a dit d'accord, et il lui a suggéré de retrouver sa voix, et sa voix est revenue. Mais malheureusement, sa voix est revenue pendant qu'il était sous hypnose, et puis quand il s'est réveillé, de nouveau, il était en extinction de voix. Alors à ce moment-là, ben, ça a duré parce que Hart, évidemment, c'est un hypnotiseur qui allait de village en village, donc il était parti. Et donc un peu plus tard, Edgar Cayce a eu un autre hypnotiseur qui s'appelait Lane, Hall Lane. Et celui-là, il s'est dit, tiens, puisque les suggestions simples
ne marche pas, on pourrait peut-être demander à Edgar Cayce lui-même ce qu'il faudrait faire pour guérir son problème. Et donc ça, je l'ai déjà raconté dans la dernière vidéo, mais je le répète parce que c'est quand même intéressant, vu que ça s'est passé le 31 mars 1901. Donc, c'était tout au début du XXe siècle, et c'est, on pourrait dire, la première lecture, donc les readings, comme on dit. Maintenant, c'est-à-dire que Hall Lane a interrogé Casey en lui disant: est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe au niveau de votre gorge et est-ce que vous pourriez alors guérir ou permettre à votre voix de revenir tout à fait correctement? Et en effet, Edgar Cayce a dit, ben oui, c'est à cause de tel ou tel problème que ma voix, que j'ai perdu la voix en quelque sorte. Il avait eu un petit traumatisme au niveau de la colonne cervicale, une chute ou un coup, oui, il avait eu un coup, c'est ça. Et donc, il a dit, voilà, il faut augmenter la circulation au niveau du cou. Et à ce moment-là, tout le cou et le dessus de la poitrine est devenu complètement rouge et sa voix est revenue et elle est restée. Donc, à ce moment-là, on a vu que Edgar Cayce pouvait non seulement rétablir une condition physique normale, mais en plus de pouvoir dire d'où ça venait et comment la rétablir. Alors bon, ça a duré encore un certain temps, mais ce bonhomme, donc Hall Lane, s'est dit, tiens, si Edgar Cayce est capable de se guérir lui-même en quelque sorte, est-ce qu'il pourrait pas guérir d'autres personnes ou dire pour d'autres personnes comment ça se passe? Et en effet, bon, Edgar Cayce a beaucoup hésité, ils ont prié puisque c'était un homme très religieux. Il ne faisait pas les choses sans avoir l'intuition que c'était bien de le faire. Et il a dit, OK, on va pouvoir faire des lectures à deux conditions. C'est-à-dire, il était d'accord de se mettre en hypnose et de dire quel était le problème pour d'autres personnes, à deux conditions. Donc, d'abord, qu'il ne donne jamais aucun conseil dangereux, parce que s'il y avait une lecture ou donc un conseil thérapeutique dans lequel il aurait donné, par exemple, des instructions dangereuses pour les personnes ou qu'il aurait renseigné des produits toxiques qui auraient pu provoquer soit des maladies ou même peut-être la mort des gens. Hein. Donc, il faut être prudent quand on va voir des voyants, des voyantes ou des personnes qui disent « je vais vous guérir avec tel ou tel procédé ». Donc, Edgar Cayce était très prudent. Il a dit, si jamais je donne des directives qui sont dangereuses pour les personnes ou qui pourraient aggraver la maladie ou en tout cas être tout à fait néfaste, toxique, eh bien, j'arrêterai la lecture. Ça, c'est la première condition. Et puis la deuxième condition, c'était que les personnes ne le prennent pas pour un guérisseur ou quelqu'un qui a des pouvoirs magiques et que les personnes qui recevaient des lectures devaient continuer à dire, ben oui, Edgar Cayce, c'est un homme comme un autre. Et à cette époque, il était photographe, donc il fallait simplement dire, oui, c'est un monsieur qui est photographe et qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. Bon, évidemment, c'est déjà assez bizarre, mais malgré tout, donc, je m'étends là-dessus puisqu'il faut quand même revoir un peu l'historique et comment tout ça s'est passé et que ça s'est pas passé en un jour, en une heure. Il y a eu beaucoup de réflexions pour savoir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est bien. Hein, on pourrait dire, c'est un petit peu les trois questions que l'on se pose quand on veut faire quelque chose d'intéressant dans la vie, hein, les trois questions de Socrate, hein, on appelle ça les trois passoires de Socrate, c'est-à-dire de savoir
est-ce que quelque chose est vrai? Donc, est-ce que c'est possible de faire cette chose-là ou est-ce que c'est réel, l'information que l'on nous donne? Est-ce qu'on peut attribuer une vérité à ce qui est dit? Ça, c'est une chose. Est-ce que d'un autre côté, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien de faire cela? Et est-ce que d'un autre côté, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Eh bien, si on prend ces trois questions fondamentales, Casey et son entourage ont réfléchi et se sont dit, dans le fond, il y a une valeur de vérité dans les lectures, puisque moi-même, j'ai pu dire quelque chose que personne n'avait pu me dire jusqu'à présent et ça m'a guéri. D'un autre côté, c'est bien, puisque cette lecture que j'ai faite, elle m'a permis de guérir, donc on peut dire que c'est un bien. Et d'un autre côté, est-ce que c'est utile? Ben oui, évidemment, la guérison, c'est utile. Hein. Quand on est malade, tout le monde a envie de guérir. Donc, le principe de base des lectures et de l'acceptation des lectures par Edgar Cayce et par l'entourage était tout à fait positif. Et donc, il a donné une première lecture, enfin une des toutes premières, puisqu'il en avait déjà fait une pour lui. Et donc, je vais vous dire ici, c'est une petite fille de 5 ans qui s'appelait Aimée Dietrich et qui était déjà malade depuis 3 ans. Donc, c'était quelque chose que les médecins ne parvenaient pas à guérir, ne savaient pas du tout comment guérir cet enfant qui avait une grippe et avait développé des problèmes cérébraux et donc des convulsions, donc un type d'épilepsie. Et donc, son état physique général se détériorait d'année en année. Et donc, non seulement physiquement, mais psychiquement, donc son esprit n'était pas développé comme les enfants de son âge. Et donc, ce Hall Lane a commencé à donner des instructions à Casey en disant, voilà, la fille, une telle qui s'appelle comme ceci, qui vit à tel endroit, qui a tel âge, etc. Et Casey, alors, a donné des indications, et entre autres des indications ostéopathiques, c'est-à-dire de réajuster des vertèbres de la colonne cervicale. Ça a été fait, mais ça ne marchait pas très très bien. Et ils ont fait alors d'autres lectures, comme on appelle des lectures de contrôle. Donc, quand quelque chose ne guérissait pas ou que les personnes peut-être n'avaient pas bien appliqué les propositions de Casey, on lui demandait, est-ce que vous voulez pas refaire une lecture pour voir si ce qu'on a fait est bien ou c'est pas juste, est-ce qu'il faut changer, etc. Et donc, à cette époque, Casey a refait une lecture en disant oui, c'est bon, il y a une partie qui a été bien faite, mais il faut réajuster encore la colonne. Il y a des problèmes toujours au niveau de la colonne. Voilà. Et à la suite de ces nouveaux ajustements vertébraux qui ont été bien faits, brusquement, après quelques jours, disons, la petite fille a commencé à parler normalement, à converser avec ses parents et à reconnaître des objets dont elle ne parlait plus du tout, ses poupées, elle a dit le nom de ses poupées et puis d'autres objets, etc. Et les convulsions ont cessé, donc la fille est redevenue tout à fait normale et puis elle s'est développée. Et il y a eu des contrôles aussi plus tard pour savoir si cet enfant était normale, si on peut dire. Elle a suivi une scolarité normale, elle s'est mariée, etc. Donc, c'était quand même assez spectaculaire, puisque souvent, bien sûr, pratiquement dans la plupart des cas, sinon tous les cas, Casey recevait des demandes de personnes qui n'avaient pas été guéries par les médecins ou pour lesquelles la médecine classique ne permettait pas une guérison.
Évidemment, la médecine du première moitié du XXe siècle était, on va dire, une médecine encore ancienne, assez traditionnelle. Il n'y avait pas beaucoup de moyens de médicaments, entre autres, ou d'interventions chirurgicales. Il y en avait déjà, bien sûr, mais c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Et donc, on pourrait dire oui, à l'heure actuelle, toutes ces maladies-là, on pourrait les traiter, pas de problème, etc. En fait, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que beaucoup de patients qui se sont adressés à Casey, entre autres cette fille avec des convulsions, ben, il est probable qu'on lui aurait donné des médicaments antiépileptiques à l'heure actuelle et que les convulsions auraient cessé, mais que peut-être on n'aurait pas trouvé la cause exacte de cette maladie. Donc, la cause exacte, en fait, n'était pas directement infectieuse, c'est-à-dire que l'infection, la grippe et les virus, hein, maintenant les virus, on en entend parler depuis 2 ans de manière dramatique, si on peut dire, puisque ça a bouleversé aussi l'évolution de notre société. Mais donc cette fille, elle avait attrapé un virus, mais c'était pas simplement une espèce de contagion virale comme on le voit souvent à l'heure actuelle, mais c'était suite au fait que justement elle avait eu un traumatisme cervical, elle avait fait une chute ou elle avait reçu un coup, je ne sais plus très bien, une chute, oui, c'est ça. Elle était tombée d'une voiture à cheval, enfin en descendant d'une voiture, comme à l'époque, hein, il y avait des espèces de diligences. Maintenant, c'est plus le cas, mais voilà. Et donc, elle était tombée et sa mère disait, oui, en effet, il y a eu un traumatisme. Et bon, le traumatisme était relativement passé inaperçu parce que la fille s'était relevée et puis voilà, elle a continué à vivre. Mais quelques jours plus tard, elle a attrapé une grippe, un virus, et ce virus est entré dans le système nerveux au niveau de la moelle épinière et du cerveau. Et donc, la cause réelle, c'était le traumatisme qui a fragilisé les défenses naturelles de cette fille qui n'a pas pu résister à ce virus. Voilà. Donc, je me suis un peu attardé sur ce cas parce que c'était le premier cas qui a été spectaculaire, parce qu'évidemment, à cause de cette guérison qui était vraiment extraordinaire, ben Casey a eu un certain renom. Les personnes se sont dit, puisque cette fille a guéri, pourquoi pas moi, etc. Et donc, petit à petit, Casey a commencé à donner des lectures avec All Lane et toujours avec une optique de servir les autres, une optique spirituelle et entre autres, toujours en remerciant Dieu, puisque comme le disait toujours Edgar Cayce, tout ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui le dis. Tout ça vient d'une source divine. Ben, on peut l'appeler Dieu, hein, tout dépend des mots que l'on met sur cette source d'information. Et donc, il remerciait toujours le divin, la divinité, Dieu, la source de vie, ce qu'il a appelé aussi les forces créatrices, etc., qui lui permettaient de secourir les autres. Et donc, je vais encore parler quelques minutes simplement pour dire qu'Edgar Cayce s'est marié alors le 17 juin 1903. Et bon, après cela, il a eu un premier enfant, et puis un deuxième, et puis un troisième. Le premier enfant, c'était Hugh Lynn Cayce, qui a vécu jusque dans les années 70, 70, et un deuxième enfant qui est mort, malheureusement. Et là, ça a créé une espèce de séisme dans la famille parce que cet enfant se détériorait et Edgar Cayce ne faisait pas encore à l'époque tellement de lecture et il voulait pas faire de lecture pour sa famille.
Et puis finalement, il a fait une lecture, mais trop tard. Dans la lecture, il était indiqué que cet enfant allait mourir et donc l'enfant est mort 2 mois plus tard après la lecture. Voilà, et donc ça a choqué très fort la famille parce qu'ils se sont reprochés, il y a une culpabilité évidemment de dire si on avait fait une lecture plus tôt, peut-être que l'enfant serait encore en vie, etc. Donc ça c'est pour expliquer un peu le contexte dans lequel tout cela s'est passé. Le fils, donc le premier fils, lui, Yuglin, il était né le 16 mars 1907 et après la mort du deuxième enfant qui était né en mars 1911, l'épouse de Casey, donc Gertrude, est tombée malade. Enfin, elle était peut-être déjà un peu malade au moment où son fils lui-même était malade. Et elle a attrapé ce qu'on appelle donc la tuberculose. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques antituberculeux comme il y en a maintenant. Et donc, c'était très néfaste aussi comme maladie, et, crainte de la mort, etc. Et là, Edgar Cayce a refait des lectures pour son épouse. Il a proposé des traitements. Je ne vais pas m'étendre sur le type de traitement, mais ils ont suivi ce type de traitement, entre autres de respirer certaines substances qui permettaient de mieux aérer les poumons, aussi avec des huiles essentielles qui ont des propriétés antiseptiques ou antibiotiques en quelque sorte. Et donc finalement, Gertrude Casey a guéri de sa tuberculose, ce qui était assez étonnant aussi pour l'époque. En janvier 1912, elle était guérie, donc à peine un an après le diagnostic, alors qu'à l'époque, au 19e, au début du 20e siècle, la tuberculose, ça tuait encore beaucoup de personnes où les gens étaient malades pendant des années et des années et des années. Donc, c'était aussi une guérison assez spectaculaire. Et puis, il y a eu la suite. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui tout ce qu'il y a eu comme suite. Aujourd'hui, je vais simplement vous rappeler un ou deux principes de santé de Casey, euh, parce que je crois qu'il est bon de toujours les rappeler, qui sont une santé à 3 niveaux, puisque le système de représentation de l'être humain est basé sur une structure à 3 niveaux, body, mind, spirit, c'est-à-dire un corps physique, un corps psychique et un corps spirituel. Et il faut pouvoir entretenir les 3 corps, si on peut dire, pas seulement être en santé physique, mais la santé spirituelle, ça veut dire être en harmonie, en accord avec notre source de vie qu'on peut appeler Dieu, mais ça on y reviendra dans d'autres vidéos. La santé psychique qui est basée sur des attitudes positives dans la vie, sur toute une série de mise en valeur de valeurs, justement, ou d'idéaux de vie, hein, comme la coopération, l'entraide, de savoir ce qu'on veut simplement dans la vie, qu'est-ce qu'on veut développer, à condition que ce soit positif pour nous et pour notre entourage, donc développer les relations les uns avec les autres au niveau psychique, étudier les rêves, entre autres aussi. Et enfin, la santé physique, la santé physique qui est basée aussi sur des principes généraux alimentaires, on pourra détailler ça de manière plus précise, des principes alimentaires et des principes de mouvement, hein, donc une espèce de yoga. Edgar Cayce proposait des mouvements particuliers ou ce qu'on retrouve dans le yoga, des mouvements de la tête, des mouvements de respiration, des narines alternées, des choses comme ça. Et alors, Casey a proposé aussi des remèdes particuliers qui existaient déjà en pharmacie à l'époque, ou parfois, il disait lui-même, vous pouvez prendre telle et telle substance avec autant de milligrammes, autant de grammes, etc. Donc, de manière très précise, alors qu'il était dans un état de type hypnotique
profond où lui-même ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit quand il était réveillé. Donc, c'est assez extraordinaire que quelqu'un parle de milligrammes ou de grammes avec toute une série de substances alors qu'il est complètement, entre guillemets, endormi. Mais en fait, il était branché sur un autre type de conscience qui est peut-être plus consciente que notre conscience habituelle. Je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. J'ajoute juste une chose, c'est que dans la médecine, on va dire holistique de Edgar Cayce, il y a un principe fondamental aussi qui est le principe vibratoire, les vibrations, l'énergie. On en parle énormément à l'heure actuelle dans toutes les nouvelles thérapies. Tout ça était déjà dit dans la première moitié du XXe siècle, l'importance de se mettre en harmonie, ce qu'il appelait l'attunement, se mettre en harmonie avec nos énergies physiques, psychiques et spirituelles, que l'ensemble soit en harmonie. Voilà, on reviendra sur des aspects plus spécifiques dans une prochaine vidéo. Je vous remercie encore pour votre écoute et n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires si vous voulez, puisque mon adresse mail apparaît sur la vidéo. Merci.